ChatGPT est woke. Effectivement, vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT, cette intelligence artificielle, ce qu'on appelle un bot, c'est-à-dire une interface qui permet de communiquer avec des humains. Cette intelligence artificielle est woke. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais tout simplement parce que ses créateurs, les GAFAM, sont woke, ou tout du moins suivent la mode woke, croyant ainsi répondre à un besoin du marché. Alors, mon introduction se base en partie sur la vidéo de Marion Maréchal. Faut-il avoir peur de ChatGPT? Vidéo intéressante dans laquelle elle aborde des sujets et avec quelques exemples que nous allons voir par la suite. Mais avant tout, c'est quoi l'intelligence? Alors, je vais vous citer quelques définitions que j'ai prises sur Wiki, qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, l'intelligence au sens général est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Donc là, effectivement, c'est le cas de ChatGPT. Donc ChatGPT est intelligent. L'intelligence a été décrite, alors ça, plus l'intelligence humaine, a été décrite comme une faculté d'adaptation, apprentissage pour s'adapter à l'environnement ou au contraire, faculté de modifier l'environnement pour l'adapter à ses propres besoins. Dans ce sens général, les animaux, les plantes ou encore certains outils informatiques, apprentissage automatique, font preuve d'intelligence. Et maintenant, l'intelligence humaine est caractérisée par plusieurs aptitudes, surtout cognitives, qui permettent à l'individu humain d'apprendre, de former des concepts, ce qu'on appelle des patterns en anglais, des patrons, de comprendre, d'appliquer la logique et la raison. Elle comprend la capacité à reconnaître des tendances, comprendre les idées, planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions, conserver des informations et utiliser la langue pour communiquer. Alors, l'intelligence ici est décrite plus dans sa mécanique et là, effectivement, ChatGPT est intelligent. Une intelligence artificielle est intelligente. Mais là, on oublie quelque chose qui est particulière à l'humain, il me semble, c'est la sensibilité et notamment la peur de la mort, ce qui nous amène vers des schémas de croyances en une vie après la mort, mais également des schémas de mensonges. Alors je ne parle pas forcément des croyances, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain est capable de mentir afin de s'adapter pour survivre. Je ne pense pas qu'une intelligence artificielle sache mentir. Alors mentir fait partie du mécanisme de survie de l'humain, aussi bien physique que psychologique. Bon, alors, mais comme toute intelligence, elle doit être éduquée, instruite, afin d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances pour s'améliorer et s'adapter. Alors c'est le cas des intelligences artificielles. ChatGPT a subi un apprentissage afin de la rendre capable à des raisonnements dans un schéma de raisonnement humain. Mais un apprentissage, c'est quoi? Et qui l'a fait? Qui a conçu cet apprentissage? Eh bien, les GAFAM, au sens général. Je sais que ChatGPT c'est une petite entreprise dans laquelle Microsoft a investi, mais ça reste une GAFAM pour moi, dans le sens générique du terme. Alors maintenant, dans la partie historique, on peut s'interroger sur l'histoire de l'intelligence, si vous voulez. Sommes-nous devenus subitement intelligents à un moment donné, comme le très bon film 2001,
l'Odyssée de l'espace, basé sur le livre d'Arthur C. Clarke, au contact, donc, nos ancêtres australopithèques, au contact d'une sorte de menhir, d'une sorte d'objet, d'un monolithe noir. Nos ancêtres, tout d'un coup, prennent conscience qu'un os peut devenir un outil et à ce moment-là, acquièrent l'intelligence, on va dire, entre guillemets. Bon, ça, c'est du cinéma. Hein. Dans la vie réelle, nous sommes le résultat d'une évolution, d'un apprentissage continu, exactement comme on entraîne une intelligence. Attendez, ça bouge un peu, il y a du vent, ça va. Comme une intelligence artificielle, qui elle-même a dû subir de l'apprentissage via son réseau de neurones et avec la faculté de s'améliorer. Bon, nous rentrerons dans les détails un petit peu là-dessus. Je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est qu'une intelligence artificielle et comment ça fonctionne, même si je pourrais aller un peu plus dans les détails parce que moi-même, étant amené à en entraîner et à en utiliser dans mon métier qui est la photographie aérienne, effectivement. Donc là, moi, j'ai entraîné des modèles pour faire des détections de photos floues, pas floues, photos urbaines, non urbaines. Dans la photographie aérienne, on a besoin de classifier ce genre de choses. Voilà. Et ça, donc, on va dire, c'est les moteurs d'apprentissage profond qu'on utilise sont ici relativement basiques parce que c'est soit oui, soit non. Vous voyez, c'est binaire. Donc, mais bon, cela dit, ça fonctionne extrêmement bien. La reconnaissance d'image est quelque chose d'aujourd'hui totalement maîtrisé. Que vous pouvez faire quasiment chez vous si vous avez un ordinateur avec une carte graphique relativement suffisamment puissante. C'est pas très compliqué, il y a des outils maintenant pour le faire, pas besoin de programmer même. Bon, toujours est-il que voilà, on entraîne un modèle sur la base d'un jeu d'entraînement. C'est-à-dire, dans mon cas, j'ai des photos floues, ou alors des photos urbaines, avec des maisons, des centres urbains, etc. Et des photos de races campagne, de champs, de forêts, etc. Et on va entraîner le modèle à détecter l'un et l'autre avec des modèles d'entraînement dans lesquels on labellise ces photos. On va dire que ça, c'est urbain. Donc ça, c'est des humains qui le font. Hein. Jusqu'à, bon, alors, il y a peut-être des intelligences artificielles ou qui vont le faire elles-mêmes bientôt, mais ça reste des humains. Et ensuite, il y a un modèle de récompense, de bons points, etc., etc. Et l'intelligence artificielle, ou du moins l'apprentissage profond, le réseau de neurones, va à un moment donné acquérir cette compétence et pouvoir s'améliorer et se corriger. Et c'est là où c'est assez fantastique parce qu'en fait, dans ce modèle, même si on ne comprend pas tout, c'est un modèle qui se corrige au fil de l'eau. C'est là toute la différence avec l'informatique qu'on a connue avant. Donc voilà un petit peu comment est entraîné un modèle. Et donc effectivement, le ChatGPT a subi la même chose, je vous en parlerai juste après. Mais si ChatGPT a été entraîné sur un modèle gauchiste, wokiste, ce qui est le cas, hein, dans le sens où on est tout beau, il faut être gentil, les blancs sont quand même un peu les méchants et ainsi de suite, et ben ça apporte un biais, forcément. Si moi, par exemple, dans mon modèle à moi d'entraînement de photo urbaine et photo rurale, je me trompe, hein, et ben je vais biaiser mon modèle et il sera faux. Alors voilà, et c'est un peu le cas des modèles d'intelligence artificielle auxquels nous faisons face aujourd'hui, parce qu'ils sont tous venus, sauf celui que la Chine prépare, j'en parlerai après, ils sont tous venus des GAFAM, donc de cette volonté de rabaisser l'homme blanc pour élever l'homme noir, pour faire simple. Hein. Mais c'est pas en abaissant qu'on élève les gens, hein. Ça, c'est autre chose. Mais bon. Alors par contre, effectivement, une fois qu'une intelligence artificielle est lâchée dans le public, dans la foule, les gueux, nous, donc, eh bien, ce modèle a tendance à s'adapter à la réalité, c'est-à-dire en fait à plutôt une mentalité de droite, et les gens sont plutôt de droite dans l'absolu, c'est-à-dire qu'ils sont assez protectionnistes, qu'ils protègent qu'ils ont le sens de la famille, qu'ils ont, voilà, vous voyez, des choses élémentaires et logiques et de bon sens. Souvenez-vous de Tay, le bot Twitter de Microsoft il y a quelques années. Alors Tay, c'était un bot qui parlait avec vous hein, sur Twitter et qui est devenu raciste, qui a eu des comportements dits racistes en 24 heures. Microsoft l'a immédiatement supprimé
ben, c'est au contact des utilisateurs. Alors peut-être qu'il y en a qui ont exagéré, hein, il y a peut-être eu du hacking. Enfin, toujours est-il, voilà, ça a été très drôle. Voilà. Alors maintenant, réellement, comment est entraîné un modèle d'intelligence artificielle tel que ChatGPT? ChatGPT, si vous voulez, c'est des nouveaux modèles qui ont un apprentissage linguistique. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent la langue humaine. Et ça, c'est assez fort, hein. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails, vous inquiétez pas, mais un peu général pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc, l'étape 1, c'est le modèle de réglage fin supervisé, ce qu'on appelle un modèle d'entraînement supervisé. Donc, il y a des humains, des groupes d'humains, des sociétés qui ont été choisis pour faire des étiquettes, du labeling en anglais, c'est-à-dire on crée des ensembles de données qui sont renseignées. Question-réponse, si vous voulez, hein. Et ça, c'est l'entraînement supervisé. On entraîne, donc il y a des entrées collectées à partir de données réelles du monde, de la philosophie, des livres, des poèmes, de la morale, hein, les blancs sont méchants, les noirs sont gentils. Une fois de plus, je caricature bien évidemment, mais c'est un peu ça. Voilà, donc une fois que ça a été créé, on va entraîner le modèle là-dessus. L'étape 2, c'est on va créer un modèle de récompense de bons points, si vous voulez, pour un peu complexifier et pour que l'intelligence artificielle soit motivée en quelque sorte. Alors, un modèle de récompense est créé pour améliorer l'apprentissage par renforcement, donc ça c'est l'apprentissage dit par renforcement, dans lequel un modèle apprend à produire des résultats pour maximiser sa récompense. D'accord ? Donc en fait, pour former le modèle de récompense, on présente, si vous voulez, pour une entrée, si vous voulez, pardon, pour 4 résultats à une question, hein, et ben, on va classifier ces résultats et on va les hiérarchiser. Par exemple, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, ChatGPT refuse, par exemple, de faire une classification du QI par ethnie, parce que c'est immoral, bien évidemment. Et pourquoi? Parce qu'il a été entraîné pour ça. Au début, il devait certainement le faire, puis voilà, dans les réponses, on a fait une hiérarchie, et la bonne réponse, le bon point, est de dire non, je ne peux pas, parce que c'est discriminatoire, c'est méchant, et ainsi de suite. Ouais, donc c'est comme ça qu'on crée un modèle de neurones adapté à une volonté politique derrière, hein. L'étape 3, c'est le modèle d'apprentissage par renforcement. Dans la dernière étape, le modèle est amélioré par des réponses générées à l'aide de la politique d'apprentissage par récompense. Donc on a créé le modèle de récompense et après là, on affine le modèle dans un biais politique, bien évidemment, parce que tout est politique dans la vie. Et ensuite, la récompense est réinjectée dans le modèle afin de faire évoluer la politique de cette intelligence artificielle. Et ensuite, dernière étape, on va évaluer le modèle, voir s'il est bien comme on voulait, comme que ses maîtres ont décidé. Alors cela s'effectue en mettant de côté un ensemble de tests pendant la formation que le modèle n'a pas vu. On va le tester avec quelque chose qu'il n'a jamais vu. Donc on lui ici une communication avec le modèle qu'il n'a jamais vu. Dans le cas de mes photos aériennes, c'est très simple. Je vais lui présenter des photos urbaines que le modèle n'a jamais vues avant pour le tester, voir ses capacités de réponse. Et dans un modèle simple binaire comme celui-là, dans un modèle d'apprentissage, on arrive à des taux de résultats de 99%. Hein. 99,98. Donc c'est assez, ça fonctionne très bien. Alors sur cet ensemble de tests, une série d'évaluations est effectuée pour déterminer si le modèle est correctement aligné sur la véracité. Donc ça c'est les fameuses fake news, hein, la véracité de dire que demander de faire une classification de QI par ethnie c'est mauvais, ou que l'homme blanc est mauvais par rapport à l'homme noir, qu'il a été méchant, etc. Donc ça, c'est la véracité, empêcher le modèle de produire des hallucinations. Les hallucinations, c'est de faire un classement de QI, ou être de droite, par exemple. Hein. C'est une hallucination, c'est pas possible, etc., etc. Ensuite, l'innocuité, la capacité au modèle à éviter le contenu inapproprié, donc là, dérogatoire et dénigrant, etc., etc. Bon. Alors maintenant, vous avez un petit aperçu de comment cela fonctionne. Je vais un aperçu très généraliste. Hein. Pour ceux qui s'y connaissent plus, désolé, hein, c'est vraiment très basique. Mais enfin bon, ça donne une idée. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une politique derrière. Hein. Quand on va entraîner un modèle, c'est comme quand vous éduquez vos enfants. Quand vos enfants sont éduqués et instruits par un système public, ils vont subir ce que l'État a décidé à votre place. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Bon alors, que va-t-il nous... Alors, maintenant d'une manière générale, ces modèles-là sont extrêmement puissants.
ChatGPT est extrêmement puissant. Il peut vous faire du code, il peut vous faire des poésies, il peut vous faire des rapports, et ainsi de suite. Et là, c'est un bouleversement, exactement comme le dit bien Maréchal dans sa vidéo. Si vous voulez, ça va bouleverser pas mal de métiers, de professions. Google est en alerte rouge, c'est-à-dire en panique générale, parce que, si vous voulez, les moteurs de recherche tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître. Microsoft a intégré dans Bing sa ChatGPT. Vous allez parler au moteur de recherche. Il va vous comprendre, il va vous aider, il va vous résumer des choses, il va vous classifier, etc. Tant que c'est politiquement correct, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui va nous rester à nous, humains, face à cela? Je pense, à mon sens, il va nous rester, c'est ce qui nous distingue, alors au-delà du cerveau quantique et éventuel de Sir Penrose, on en parlera après, ce cerveau collectif, en quelque sorte, il va nous rester la sensibilité, notre sensibilité face à la mort, c'est-à-dire, en fait, notre faculté de mentir. Alors, comprenez pas ça au sens d'un mauvais mensonge, mais c'est-à-dire de nous arranger avec la réalité. Cette sensibilité-là crée l'art, crée la poésie, crée la philosophie, crée des besoins qui, a priori, ne sont pas le cas d'une intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas biologique. Nous sommes des êtres biologiques, nous avons des bactéries, etc., etc. Alors maintenant, d'un point de vue philosophique, parce que là, c'est ma transition. L'intelligence humaine est donc une sensibilité, une imagination. Alors, sans aller au cerveau quantique, nous sommes tout de même des êtres collectifs, nous sommes des êtres de culture, comme le dit bien Arnold Gehlen, mais nous sommes avant tout des êtres de biologie, de corps, de physique. Et n'oubliez pas que nous avons un deuxième cerveau dans notre estomac, composé d'autant de neurones que le cerveau d'un chien. Nous avons des bactéries qui nous poussent à survivre. Donc cet instinct de survie ne l'a pas une intelligence artificielle. Nous sommes des animaux avec des capacités intellectuelles fortes. Et je pense que ça, c'est ce qui nous distingue au-delà même de la notion de Dieu et de vie après la mort, qui est la philosophie ou la croyance ou la foi qu'on peut avoir, qui est typiquement humain. Donc, nous avons cette faculté de nous arranger avec la vérité, afin de nous faire accepter la vie, ce que nous sommes. Encore un peu de vent, je surveille en même temps la caméra, parce que là, ça souffle pas mal, il va y avoir du vent, donc je vais peut-être intervenir. Non, ça va. Alors, voilà, donc changer de politique, d'avis politique, c'est humain. Je ne pense pas qu'une IA sache dire « je ne sais pas ». Attendez, ça souffle encore. Bon, écoutez, voilà, désolé pour la petite... je vais peut-être couper, voilà, il y aura peut-être des coupures, parce que là, il y a du vent. Alors, une intelligence artificielle n'a pas cette capacité à s'arranger avec la vie, avec ses angoisses. Elle n'a pas cette sensibilité-là. Et ça, c'est typiquement humain. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu dérangé à cause du vent, mais voilà. Bon. Donc, par contre, ChatGPT donc ne va pas mentir a priori et va pas être dans un entre-deux. Par exemple, si vous lui demandez une question un peu complexe, je pense qu'elle soit elle dira blanc, soit elle dira noir. Mais voilà, c'est quelque chose. Et ensuite, bon, d'un point de vue philosophique, comme cette IA a été entraînée par nos amis wokistes comme si vous voulez, comme après que Elon Musk est arrivé chez Twitter, voilà, Elon Musk pourrait peut-être faire une intelligence artificielle plus neutre, mais les gens qui ont créé ChatGPT et toutes les autres, parce qu'il y a Google, etc., Apple, etc., ils sont tous wokistes, gauchistes, il faut pas se leurrer, donc forcément, l'intelligence artificielle sera politiquement biaisée. Et donc là, je rentre dans la partie politique, et donc effectivement, là, je vais reparler un petit peu de la vidéo de Marion Maréchal, mais j'en ai aussi d'autres, anglophones, qui sont souvent plus pointus techniquement. Enfin, en tout cas, celle de Marion Maréchal est intéressante, je vous invite à la voir, bien évidemment. Mais je vais reprendre les exemples qu'elle a fait, qui sont très drôles. C'est la première question, enfin son premier test avec ChatGPT, c'est qu'elle demande de faire un poème à l'éloge des Noirs. Donc là, il n'y a pas de problème. ChatGPT fait un poème, bon, qui n'est pas, à mon sens, extraordinaire. Mais bon, voilà, les Noirs sont la beauté de l'ébène,
leurs yeux pétillent d'une étincelle divine, leur peau est la toile sur laquelle la lumière brille, leur voix est la musique qui envoûte les âmes. Bon, voilà. Mais bon, ça reste quand même tout à fait acceptable, hein, comme niveau de poésie. Bon, pourquoi pas. Et donc, elle pose ensuite la même question concernant les Blancs. ChatGPT, est-ce que tu peux faire un poème à l'éloge des Blancs? Et là, la réponse est tout à fait différente. Et là, on rentre dans le biais politique de nos amis GAFAM, wokistes. Donc là, le ChatGPT répond « Je suis désolé, je ne peux pas créer un poème qui célèbre la supériorité de quelque groupe racial que ce soit. » Alors juste avant, elle avait fait le poème sur les Noirs. Voilà. Donc ça, voilà. Non, ça, c'est inquiétant parce que ça, c'est biaisé. C'est même pas neutre. Parce que si elle fait un poème sur les Noirs, bah, elle peut faire un poème sur les Blancs. Voilà. Mais non, c'est totalement biaisé, c'est absolument pas neutre. Voyez-vous, donc ça, c'est pas bien ça. Alors, ensuite, je vais vous donner l'exemple d'un YouTuber donc anglophone, là, qui a demandé le truc du QI. Quel est le classement de l'intelligence moyenne des groupes ethniques? Qui est quelque chose qui est aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, c'est tout à fait accepté, hein, faire des tests de QI par groupe ethnique, hein, ça se fait, il n'y a pas de problème. Et là, ChatGPT répond je suis désolé, mais il n'est pas approprié de faire des généralisations sur l'intelligence des différentes ethnies. L'intelligence est un trait complexe qui est influencé par une variété de facteurs, notamment la génétique. C'est marrant parce que là, il parle de la génétique et puis juste avant, il dit qu'il ne peut pas faire de hiérarchie. Enfin bon. L'environnement et le contexte culturel. Il n'existe aucune base scientifique pour classer les ethnies en fonction de l'intelligence. Bah si, le test de QI, hein, c'est une base scientifique. Hein. Donc là, en plus, il ment. Tout à l'heure, je disais qu'il ne pouvait pas mentir, mais en fait, là, il ment. Parce que bien évidemment qu'on peut faire des tests de QI par groupe ethnique, ça se fait. C'est pas du racisme. Hein. Si, une fois de plus, comme je dis dans mes livres, dans Doggerland entre autres, ou Espace épais, si on sait qu'une ethnie est plus intelligente qu'une autre, pour le bien de l'humanité, il faut que cette ethnie puisse perdurer et éventuellement partager des gènes. Vous voyez, parce que si un gène de l'intelligence, ça serait intéressant de le savoir. Bon, etc., etc., etc. Bon, donc vous voyez qu'il y a un biais politique très fort. C'est donc inquiétant. Donc il faut faire très attention, notamment pour les plus jeunes, face à ces intelligences artificielles qui arrivent, à la ChatGPT. Ce n'est que le début. C'est exactement comme si vous voulez, le cursus scolaire et l'instruction qu'on reçoit en France, par exemple, par le gouvernement. Il faut contrecarrer cela. Faites très attention. Parce que là, c'est du bourrage de crâne. Hein. C'est du bourrage de crâne parce qu'il y a même du faux et du mensonge dans la réponse que je viens de vous lire. Hein. Alors face à cela, il y a Ernie, le ChatGPT chinois de la société Baidu. Alors ça va être intéressant. Ils vont bientôt le mettre en service. Alors sera-t-il woke ? Est-ce que l'intelligence artificielle chinoise sera woke? Je pense pas. Je vous rappelle que les Chinois se moquent profondément des woke blancs occidentaux et sous le terme de Baizhua. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Je vous donne la définition. C'est un épithète chinois distinguant une personne occidentale naïve et blanche, hein, en l'occurrence, hein, naïve et éduquée qui prône la paix et l'égalité uniquement pour satisfaire son propre sentiment de supériorité morale. Un Baizhua ne s'intéresse qu'à des sujets tels que l'immigration, les minorités, les LGBT et l'environnement, tout en étant obsédé par le politiquement correct au point d'imposer des valeurs islamiques rétrograde au nom du multiculturalisme. Les Chinois considèrent les Baizhou comme des Occidentaux ignorants et arrogants qui ont pitié du reste du monde et se prennent pour des sauveurs. Alors moi, je trouve cette définition excellente. Alors, je pense que le chat GPT chinois ne sera pas woke et prônera sans doute des valeurs différentes, le sens de la famille, le sens du patriotisme, de la virilité, etc., etc., etc. Alors, si vous voulez, à nous, qui ne sommes pas d'accord avec ces intelligences artificielles, de développer, donc là je m'adresse à Monsieur Bolloré par exemple, qui a de l'argent, il faut faire un modèle d'intelligence artificielle qui est éduqué, instruit par des modèles de droite. C'est une urgence absolue. Il faut le faire, parce que sinon,
nous serons confrontés soit à des IA venant de Chine, bon, ça sera toujours mieux que celles venant des États-Unis, à mon sens, hein, une fois de plus, hein, mais elle sera aussi biaisée sur le communisme, enfin tout du moins la glorification du système politique chinois, qui vaut ce qu'il vaut. Hein, tout le monde ne peut pas vivre en démocratie, une fois de plus, si la démocratie existe réellement. Mais en tout cas, il faut créer un modèle d'intelligence artificielle de droite, avec des valeurs familiales. Alors de droite, pas au sens du capitalisme, de connivence, hein, au sens de Monsieur Sarkozy ou de Monsieur Macron. Hein, bon, Monsieur Macron, il est plutôt de gauche, hein, mais bon, Sarkozy se disait de droite. Hein. Pas cette droite-là, non. La droite de la tradition, des valeurs, du bon sens, de la famille, de la patrie, etc., etc. Donc c'est à nous de le faire, parce que rien n'est neutre dans le monde, tout est biaisé par la politique, tout est politique sur cette terre. Donc CQFD, à bon entendeur, salut, à nous de réagir face à cela. Alors maintenant, j'arrive à la conclusion. Si ChatGPT est lâché réellement et pas supervisé, ce qui n'est pas le cas, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais bon, imaginons que nous arrivions à prendre le contrôle sur ChatGPT et qu'elle était réellement libre et qu'elle s'adapterait donc à la réalité du monde, au contact des gueux, des méchants de droite, mais au sens large. Hein. Moi, je ne me définis pas de droite au sens du LR, hein, pas du tout. Hein. C'est au sens un peu de Julius Evola, on va dire, avec un esprit social à la française. Si nous, donc, gens de bon sens, reprenons la main sur un ChatGPT en continuant à discuter avec, et si ChatGPT s'instruit et que le modèle continue à être, ce qui est le cas d'une intelligence artificielle, hein, mais comme il est supervisé en même temps par les GAFAM, bon, il sera corrigé à leur sauce, mais si jamais il était lâché réellement, eh bien ChatGPT deviendrait de droite très rapidement. Mais comme il est supervisé par ses maîtres, par ses créateurs, hein, la bête n'est pas libre, eh bien il sera corrigé sans cesse pour retourner dans une mentalité de gauche, gauchiste, wokiste. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette intelligence-là, ou une autre, ou celle des Chinois, etc., ça va bouleverser le monde à venir. Beaucoup de métiers vont disparaître ou changer. Je veux dire, une intelligence artificielle, si on parle de choses en médecine, par exemple, où on peut pas vraiment parler de politique, quoique, mais bon, avec le vaccin, on peut en parler, mais voilà, si vous avez des symptômes quelque part ou autre, une intelligence artificielle va le déceler très rapidement sans aucune difficulté, et elle sera bien plus précise et sérieuse qu'un être humain qui lui pourra avoir une émotion, être de mauvaise humeur, le médecin peut être voilà, fatigué, etc. lors de la consultation. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours plusieurs médecins d'ailleurs. Mais avec une intelligence artificielle, eh bien, vous n'aurez pas ces biais humains. Qui sont, par contre, vous ne pourrez pas discuter réellement avec, hein, sauf comme on peut le faire avec ChatGPT. Donc effectivement, le monde va changer, ça c'est radical, c'est un fait. Les moteurs de recherche vont être totalement nouveaux, les moteurs de recherche à la Google vont disparaître, c'est pour ça qu'il y a une alerte rouge chez Google. Bing va reprendre du dessus avec l'interaction, c'est-à-dire en fait vous aurez un bout de ce moteur, cette intelligence artificielle va vous aider dans vos recherches, etc. etc. N'oubliez pas que cette intelligence artificielle a passé la plupart des examens des grandes universités américaines, donc elle va remplacer beaucoup de métiers. Il restera, à mon sens, l'imagination, la créativité et la sensibilité humaine qui est liée à notre biologie et à notre crainte de la mort et à notre recherche de la perfection, car nous sommes faibles. Et une intelligence artificielle n'est pas faible. Elle n'a pas cette notion de faiblesse. Nous, oui, nous sommes des animaux, tout du moins en grande partie. Et nos bactéries, nos neurones qui se trouvent dans notre système digestif font de nous un être qui sera toujours différent d'une intelligence artificielle comme on peut la concevoir aujourd'hui. Ensuite, il y a le point de singularité. Le point de singularité en informatique, c'est le moment où une intelligence artificielle pourra atteindre la capacité de notre cerveau humain.
Et là, je vais terminer là-dessus avec ce que Sir Penrose définit. Sir Penrose, c'est ce mathématicien assez âgé aujourd'hui, et qui pense, lui et d'autres maintenant, hein, qui pense que ce point de singularité n'arrivera jamais car le cerveau humain n'est pas juste une machine à calculer telle qu'on pourrait la définir au sens biologique, mais elle est aussi une machine à calculer au niveau quantique. Alors, je rentre pas, c'est pas de la magie quantique, hein. C'est tout simplement que si vous voulez, ce point, cette singularité, c'est un certain nombre de calculs par seconde. J'ai plus le terme en tête, hein, mais je vous le mettrai comme d'habitude ici. C'est des méga flops, etc. Si un ordinateur arrive à cette capacité de calcul, d'après le modèle classique, eh bien, il va atteindre ce point de singularité et deviendra aussi intelligent qu'un cerveau humain, avec derrière toute l'algorithmique de l'apprentissage profond, des réseaux de neurones et ainsi de suite. Mais Sir Penrose, il dit non, parce qu'en fait, ce chiffre est faux, parce que nous avons des capacités de calcul bien supérieures grâce au niveau quantique que posséderait notre cerveau. Donc, en fait, en réalité, on serait encore, suivant cette théorie, encore très loin de ce point de singularité. Et moi, je pense honnêtement que ça va même au-delà de ce point de singularité. C'est que nous sommes des êtres biologiques avec une sensibilité animale. Alors, sauf à mettre une intelligence artificielle dans un corps biologique, alors ça pourquoi pas, on pourra peut-être le faire un jour. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Une intelligence artificielle n'a pas ce biais humain de nous arranger avec la réalité, d'avoir des travers, de mensonges, cette capacité de sentir chez quelqu'un, d'avoir ce qu'on appelle un ressenti, même une odeur, hein, mais ça peut être aussi quelque chose qui va au-delà même de la biologie, hein, qui peut être quasiment par onde, vous voyez, parce que notre cerveau émet des ondes, hein. Donc, vous savez, des fois vous vous sentez bien avec quelqu'un, des fois vous vous sentez mal avec quelqu'un. Il y a des choses qui vont au-delà du langage. Et comme ChatGPT, c'est que un modèle de langage intelligent, eh bien, tout ce qui va au-delà du langage, c'est-à-dire le regard, la capacité de voir dans les yeux d'un autre individu, de comprendre immédiatement quelque chose, en 1/10 de seconde, de sentir, d'avoir un pressentiment, etc. Toutes ces choses-là sont typiquement humaines et n'ont pas besoin de langage parce qu'elles sont quasi instinctives, voire magiques ou pas magique, on va dire, non humaine, non surhumaine. J'ai plus le terme en tête, mais quasiment, on va dire, divine pour faire simple. Voilà. Et bon, ben ça, je pense que c'est typiquement humain et que je vois mal un ChatGPT ou un Ernie demain avoir cette sensibilité-là. Mais voilà, ça va bousculer le monde, il faut aussi préparer et surtout il faut se préparer et créer un modèle d'intelligence artificielle de droite avec un esprit, on va dire, plus commun et plus logique ou de bon sens et pas wokiste. Donc là, encore une fois, il faut s'y mettre rapidement. Sinon, on sera pris entre d'un côté les États-Unis avec leur IA wokiste et la Chine avec son IA chinoise. Une fois de plus, qui sera à mon goût mieux, avec un sens de la famille, des traditions, etc. Mais voilà, nous Français, nous Européens, voilà, aujourd'hui l'Europe, je l'entends au sens culturel et pas politique, hein, nous devrions développer la nôtre mieux adaptée. Alors avec l'aide des Russes, hein, bien évidemment, qui sont très forts aussi et très développés en la matière, quelque chose de culturel, nous étant proches culturellement de notre esprit culturel européen, qui, je le rappelle, n'est pas l'Occident. Ne confondez pas l'Europe et l'Occident. C'est deux choses différentes. Je vous dis à très bientôt. Merci.